C'est l'heure de votre émission, le débrief. Merci de nous rester fidèles pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont toujours été difficiles. La République démocratique du Congo a régulièrement accusé son voisin de déstabiliser sa partie orientale en soutenant des groupes rebelles. Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés à 2 reprises le 25 juin dernier. À la clé, 3 accords bilatéraux sur l'investissement et le commerce, mais surtout la volonté affichée de tourner la page. Allons-nous vers une normalisation des relations entre les deux pays? Élément de réponse aux premières partie d'émission. Le gouvernement éthiopien a décrété le 25 juin dernier un cessez-le-feu unilatéral et inconditionnel au Tigré selon plusieurs médias d'État. Cette décision intervient après que des forces loyales aux anciennes autorités de la région ont repris la capitale Mekele. Les rebelles, de leur côté, ont annoncé leurs intentions d'intensifier les combats. À quand la fin du conflit au Tigré? On en parle tout de suite sur le plateau du débrief avec mes invités du jour. Alpha Wali Diallo, spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Tout le plaisir est pour moi, Régis. Nous remercions également Hassan Samb, directeur de publication de Réumi Quotidien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et salut tous ceux qui nous suivent. Nous parlons... Salut aussi notre doyen. Exactement, le doyen Alpha Wali Diallo. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont toujours été difficiles, je viens de le souligner. Mon cher Diallo, jusqu'où se situent les relations du Rwanda dans, on va dire, la dégradation des relations diplomatiques avec la République démocratique du Congo? Merci. La dégradation, depuis la chute de Mobutu, le Rwanda ainsi que l'Ouganda sont présents dans la partie orientale du Congo. Et on fait beaucoup du mal au Congo, à la RDC. Là, il faut dire les choses telles quelles. Quand les Congolais ont dit qu'ils étaient sous la menace d'une déstabilisation du Rwanda, c'était pas faux. On peut visiter l'histoire, donc ça va nous prendre du temps. Mais pour parler, effectivement, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, avant, les choses s'étaient un tout petit peu calmées, parce que pour beaucoup de gens, l'ancien président Kabila, sa maman est rwandaise. Donc c'est là où les gens disaient qu'il y avait une certaine complicité. Oui, parce qu'on s'est toujours posé la question de savoir pourquoi sous l'ère Kabila, on avait l'impression qu'on était vraiment dans une période d'accalmie. Voilà. Et tout d'un coup, avec Tshisekedi, on a l'impression que, parce qu'ils se sont un petit peu lancés des pics sur les radios internationales. Non, mais parce que même sous Kabila, les forces rwandaises occupaient la partie orientale du Congo. Le Rwanda est devenu soudain exportateur de diamants, mais ils n'ont pas de diamants et d'autres. Ça, c'est la réalité. Les il y a le coltan également. Il y a eu un statu quo jusqu'à l'arrivée de Tshisekedi. Tshisekedi, les conditions de son accès au pouvoir lui ont permis un tout petit peu de tendre la manche à la communauté internationale pour venir à son secours, pour mettre en minorité Kabila et essayer maintenant peut-être de construire un Congo, une RDC conforme à sa vision. Mais si vous voyez, quand Déby est mort, il est actuellement le président de l'Union africaine. Donc il est allé à Paris. Et ils ont parlé de la situation en Afrique. Et durant la même semaine, il y a un rapport indépendant des Nations Unies qui était sorti et qui accusait les forces rwandaises d'exaction au Congo. Justement, on va parler de ça, mon cher Diallo. Je te reviens dans un instant. Mon cher Samb, Diallo évidemment a parlé du profil du président Tshisekedi en tant que président de l'Union africaine. Est-ce que justement, c'est on va dire, ce statut qui a poussé le président Tshisekedi à aller vers, on va dire, une période d'accalmie totale et définitive avec le Rwanda, en tendant la main au Rwanda? Oui, ce statut va l'aider, certainement. Avec une stature panafricaine et tout, mais il n'y a pas que ça.
évidemment, Tshisekedi a tout intérêt à faire la paix avec ses voisins. Parce que quand même, en interne, les problèmes ne sont pas forcément réglés. Il y a un renversement de majorité, mais les kabylistes sont là, me semblent être assez forts. Et je pense qu'il a tout intérêt à asseoir les conditions de paix avec ses voisins, notamment avec le Rwanda. Petit voisin du point de vue géographique, mais quand même qui a causé beaucoup de tort, comme l'a souligné le doyen Uri Diallo. Dans tous les cas, j'étais un peu quand même surpris qu'on commence par des relations commerciales. Je suis un peu surpris. Au sortir de difficultés pareilles, je m'attendais à des négociations du point de vue diplomatique, sécuritaire. Oui, parce que les Congolais l'ont d'ailleurs souligné, mon cher Sam, parce qu'ils se sont dit, ils s'attendaient à un discours du président rwandais, axé sur le pardon, sur une forme de réconciliation, mais ils n'ont pas eu ce discours. Est-ce que justement le plan économique va être, on va dire, une passerelle pour aller vers le pardon, aller vers la réconciliation? Écoutez, en général, ça ne se passe pas comme ça. Vous réglez vos problèmes de sécurité, les problèmes diplomatiques, les problèmes d'entente, les problèmes militaires. Ensuite, vous réglez les problèmes de commerce. Mais là, apparemment, on met en avant le commerce. C'est bien de parler de promouvoir les investissements de part et d'autre, régler le problème de l'or, les taxes, la fiscalité, pour qu'il n'y ait pas de double imposition. Tout ça, c'est bien. Mais c'est comme si on était en train tout allait bien avant et qu'on est en train de renforcer des relations commerciales, alors que ce n'est pas le cas. Également, en parlant de tout allait bien avant. Alors, la République démocratique du Congo, mon cher Diallo, a connu deux guerres, entre 1996 et 1997. Il y a eu également celle de 1998 et 2003. Ces conflits ont impliqué, on va dire, les nombreuses milices et les armées de plusieurs pays voisins, en particulier le Rwanda, on l'a souligné en début de cette émission. Que cherchait justement le pays de Paul Kagame à s'impliquer dans cette guerre? Ah non, c'est bon. Que cherche le Rwanda, c'est ce que cherche l'Ouganda aussi. Ce sont ces richesses qui sont apportées demain alors que nos pays ne sont pas nantis. Et c'est à une situation où la RDC est affaiblie. N'oubliez pas, ça a démarré quand il s'agissait de faire partir Mobutu. Il s'était allié à Kabila, père. Quand il a voulu dire « je pense aux intérêts de mon pays », les gens n'oublient pas que quand Kabila était au pouvoir, celui qui gérait la sécurité de la RDC, c'était un Rwandais, James Kabarebe. Donc, c'était une situation de mise sous tutelle. Donc, Kabila père l'a combattu, il est parti. Son fils est arrivé, il y a eu un compromis. Actuellement, ce que M. Hassan dit qu'il ne comprend pas, il y a l'effet Macron. Il y a l'effet France. Parce qu'on a vu un rapprochement entre la RDC et la France. Et le Rwanda et la France aussi. On a vu Macron aller à Kigali. Ouais. Et il a été question de la stabilité pour des raisons économiques de cette région. La France est en train de s'ouvrir à d'autres partenariats. Et pour que ces intérêts puissent prospérer, il faut créer des situations de paix. J'aimerais attirer votre attention. Je disais que quand il y a eu en fait, même pas un clash médiatique. Quand le rapport est sorti, quand des journalistes ont demandé à Kagame, il a dit, mais je ne vais pas demander le pardon parce qu'on n'a rien fait. On n'a jamais tué de Congolais. La réplique de Tshisekedi aura été de dire, non, je ne m'attaque pas à mon frère. Mais ces accusations, c'est un groupe indépendant que le Congo n'a pas délégué, n'a pas... Oui, mais voilà. Mais est-ce qu'il faut pour autant ignorer ce rapport? On parle de ce rapport de l'ONU, le rapport Mapping, qui date de 10 ans déjà, qui est sorti il y a de cela 10 ans. Ce rapport de Mapping met quand même en exergue des crimes et des viols qui ont été commis. Ça date de 10 ans.
Oui, mais est-ce que pour autant, il faut oublier ça? Est-ce qu'il faut passer outre? Non, je dis ce sont des rapports de force. D'accord. Aujourd'hui, compte tenu de la situation interne en RDC, mais Étienne Tshisekedi n'est pas dans une position de jouer un rapport de force avec Kagame. Donc il a besoin, oui, les partenaires extérieurs aussi, parce qu'il dépend beaucoup de l'Union européenne. Les gens ont dit, il faut mettre de l'eau dans ton vin. En parlant de mettre l'eau dans le vin... Si la France a demandé pardon, à Kagame, mais la RDC devrait être dans des mesures d'effacer une ardoise humanitaire. Est-ce qu'on peut l'effacer, une ardoise humanitaire, avec plus de, on va dire au total, ces 600 morts et des nombreux cas de viol? Est-ce que c'est facile comme ça de tourner la page, mon cher Samb, aller vers le pardon, d'autant plus qu'évidemment, on parle de pardon, mais le Rwanda n'est pas dans cette logique. Il n'y a jamais eu un discours où le chef d'État, Paul Kagame, a présenté ses excuses au peuple congolais, ce peuple qui les réclame justement, qui réclame ces excuses. Est-ce qu'on peut parler de réconciliation, mon cher Samb, sans passer par la case justice ou pardon? Ce sera très difficile dans tous les cas. Il ne faut pas oublier que la RDC, c'est un vaste pays avec des contradictions politiques énormes. Et ce n'est pas seulement la voix de Tshisekedi qui compte. Il y a d'autres voix. Il y a la société civile, il y a les partis politiques. Et je pense qu'il faut aller vers des discussions du point de vue diplomatique, sécuritaire, essayer d'avoir même une sorte de, ce que le Sénégal et la Guinée ont fait tout récemment, une sorte d'accord militaire pour des patrouilles communes. Aller dans ce sens-là, je pense, avant d'asseoir des relations commerciales solides. C'est ce qui a manqué un peu, c'est comme si c'est du factice un peu. Vous voyez, je pense que le doyen Wouri parle de l'Union européenne, mais aussi il y a les États-Unis. Parce que les relations entre Tshisekedi et les Américains sont très solides. Aujourd'hui, le Mike Hammer, qui est sur place, l'ambassadeur américain, il joue un rôle qui est même au-delà des missions classiques diplomatiques. Tout le monde le sait là-bas, au niveau de la RDC. C'est quelqu'un qui s'implique dans toutes les sources. Et apparemment, les Américains, peut-être, sont en train aussi d'influencer un tout petit peu, parce que Kagame aussi a certaines relations avec les États-Unis. Et donc, quelque part aussi, je pense que aussi bien l'Union européenne que les États-Unis souhaiterait également qu'il y ait la paix. Maintenant, la paix des dirigeants, pour répondre à votre question, la paix des dirigeants n'est pas forcément la paix des peuples. Oui. c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Et en parlant de ça, il y a eu une déclaration du porte-parole justement de la société civile qui dit, je cite, « Nous, Congolais, nous continuerons à soutenir le rapport mapping de l'ONU, ce rapport mapping de l'ONU, car tourner la page n'efface pas l'histoire ni les atrocités que notre pays a subies sous la présence rwandaise. » Évidemment, est-ce qu'aujourd'hui le président Tshisekedi, on va dire un petit peu oublier de penser les blessures avant de penser justement le côté, l'aspect commercial et économique? Oui, je pense qu'il faudrait régler ces problèmes, ne serait-ce que du point de vue psychologique. C'est ce que la France semble avoir fait au Rwanda. Du moins, oui, au Rwanda. C'est-à-dire l'aspect psychologique, moralement, les gens ont besoin un peu de tourner la page, véritablement, de sentir qu'on les respecte, qu'on n'oublie pas leurs morts, qu'on n'oublie pas les sacrifices, les exactions. Et du point de vue géopolitique, c'est extrêmement important également. Sinon, les conflits vont ressurgir d'une manière ou d'une autre. Et il faut éviter justement d'aller dans ce sens. Donc je disais tantôt que la paix des dirigeants, ce n'est pas forcément la paix des peuples. Et ça, les gens l'oublient souvent. Il faut asseoir les conditions d'une paix globale. Et pour cela, il faut envoyer des missions. Et, les deux présidents qui se rencontrent, c'est parfait. Et donc, vous pensez que cette rencontre entre Tshisekedi et Paul Kagame, elle était un petit peu trop tôt? Il fallait, quand vous dites envoyer des émissaires, histoire d'installer un petit peu, on va dire, cette idée du pardon dans le subconscient. C'est un bon coup médiatique, en tout cas. C'est un grand coup médiatique. Mais est-ce que ça va tout de suite régler tous les problèmes? Je ne pense pas. Il faut des commissions techniques, il faut travailler en amont, asseoir les bases de véritables discussions et aller maintenant vers véritablement des accords. Pas seulement du point de vue commercial, on a besoin d'autres types d'accords, notamment sécuritaires, et pour régler des problèmes, qu'à l'avenir, qu'il n'y ait pas ces genres d'incursions vraiment pour soutenir des gens, des mouvements rebelles, etc., comme on en voit souvent. Donc je pense qu'il faut aller beaucoup plus
en avant. Je ne dis pas que c'est mauvais ce qu'ils ont fait. C'est un pas qui est important, mais c'est également un grand coup médiatique. Un pas qui est important, mon cher Diallo. Je vais également vous poser la question. Alors, c'est la déclaration du président Tshisekedi lors de son discours à Kigali. Le président disait, je cite, « Nous avons perdu tant d'années en se regardant sans agir. Nous ne sommes qu'au commencement. Nous allons continuer à élargir nos actions, évidemment. Trop, on a passé du temps à se regarder en chien défaillance. » Alors, le président Tshisekedi, évidemment, est dans cette logique-là de renforcer les liens avec la République avec le Congo. Que vous inspire ce rapprochement, mon cher Diallo, entre le Congo aujourd'hui, concrètement, entre le Congo et le Rwanda? Je vais vous dire, peut-être comparaison n'est pas raison. Le même processus a eu lieu avec l'Ouganda. Yoweri Museveni, qui faisait partie, avec Kagame, de ceux qui déstabilisaient cette partie orientale. L'heure pour des intérêts géopolitiques est au dégel. Comme il nous disait, la volonté des peuples, on met ça dans les tiroirs en attendant. De côté. Et on parle, parce que n'oubliez pas qu'on sort du Covid. Les économies sont harassées. Les gens sont à la recherche d'argent, de business. Et ça, je te dis, les cadavres ne vont pas les arrêter. La RDC est en position de force défavorable pour parler, pour poser sur la table des questions de souveraineté, de pardon. Etienne Tshisekedi, il lui reste qu'à peu près 6 mois à la tête de l'Union africaine. Il y a des élections, il y a tellement de problèmes internes. Il gagnerait à faire l'impasse sur le passif humanitaire. Sur le passif, et essayer de jouer la carte de la stabilisation parce qu'il a un agenda électoral aussi. S'il arrive à sécuriser, à ramener la paix, parce qu'il faut voir aussi les mouvements au sein des militaires qui sont déployés dans cette partie orientale pour comprendre cette main tendue au Rwanda. Il s'agit de consolider la paix pour lui permettre de se consacrer à ces problèmes. En parlant de paix et sécurité, Diallo, je reste avec vous, mon cher. Alors, le volet paix et sécurité a également été abordé lors de ces rencontres, ces 2 rencontres entre le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi. Quel pourrait être l'apport du Rwanda dans les efforts de restauration de la paix, notamment dans la province du Nord-Kivu? Ah si, c'est comme quand vous me demandez quel pourrait être le rôle de l'OTAN dans la pacification en Libye. Celui qui a créé le désordre, mais peut ramener l'ordre. C'est Déby qui le disait. Mais c'est la réalité. Seul Paul Kagame peut régler ce problème au nord du Congo? Non, pas seul, mais sa réponse est primordiale. D'accord. Voilà. Parce que c'est une force militaire. On parle justement de la République démocratique du Congo, mais mon cher, doit-on nécessairement mettre sur le dos du Rwanda ce qui se passe au nord de la République démocratique du Congo? Non, parce que c'est vrai que le rôle est primordial. Je pense que le doyen l'a souligné tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier également que ce n'est pas seulement la RDC, c'est la République centrafricaine, c'est le Tchad. Tout le monde a ce genre de problèmes. Même aussi au Sénégal, au sud, on a ces difficultés liées à des velléités sécessionnistes avec des ethnies qui sont différentes, des gens qui sont marginalisés, qui ne bénéficient pas des investissements, qui gagneraient mieux à être autonomes. Mais ça, c'est très africain et on le voit dans la plupart de nos pays. Donc, on le voit aussi là-bas si vous voulez, en RDC, appuyé maintenant par des forces extérieures. Ces forces qui ont des ethnies qui viennent de leur pays et qui sont implantées depuis très longtemps dans ces zones-là, les Tutsis, Hutus, etc. Aujourd'hui, on comprend un peu l'incursion du Rwanda, parce que c'est les peuples rwandais aussi qui sont là-bas, comme des peuples tchadiens aussi sont en Centrafrique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui pousse un peu les gens à aller vers des sécessions, des guerres, à prendre des armes, parce qu'il y a l'enjeu également des minerais.
et contrôle des minerais. Et quelque part, quand une région est riche en ressources minières, ma foi, les conflits vont certainement éclater parce que les gens vont se dire qu'on ne va pas laisser l'État central pomper les ressources et ne pas nous faire bénéficier de cela. C'est ça un peu les réflexes. Et maintenant, il est facile de trouver des puissances étrangères, y compris africaines et internationales également, hors Afrique, qui vont aider un peu à prendre des armes, à acheter des armes, à entraîner des gens, à prendre des mercenaires et à se battre. C'est ça aussi le problème de tous ces conflits-là. Ce n'est pas seulement en RDC, mais on le voit un peu partout, au Tchad, que ce soit en République centrafricaine, et dans tous ces pays-là. Et on va en parler tout à l'heure également au niveau de l'Éthiopie. Exactement. Vous avez également, mon cher Samb, soulevé un point en ce qui concerne les accords qui ont été paraphés entre le Congo, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, parmi l'un des points, on va dire, crucial de cet accord, c'est évidemment par rapport à l'exploitation de l'or. Quelle appréciation faites-vous justement de ces accords signés entre... Oui, moi, je trouve que sur le plan commercial, c'est parfait. Maintenant, il faut bien matérialiser tout ça. Si ça peut se matérialiser concrètement, je trouve que c'est bien, surtout le contrôle de l'or. Si chacun en tire profit, comme le disent les Chinois, le win-win, avec le gagnant-gagnant, les gens, voilà, ça peut aider un peu à pacifier. Parce que chacun tirera des intérêts et quelque part, ça va pousser à ne pas trop déstabiliser tout ça parce que c'est dans l'intérêt commun. Mais je trouve que c'est de très bons accords. Par exemple, quand il parle de promotion des investissements dans les deux pays pour éviter les doubles impositions, mais tout ça c'est parfait si on arrive à bien les matérialiser. Parce qu'en Afrique aussi, on a ces problèmes. C'est-à-dire qu'on fait de très bons trucs, des accords, tout ça, tout est bien parfait. Après, c'est dans la matérialisation qu'il y a des problèmes. Oui, parce qu'on a du mal souvent sur le continent à joindre l'acte à la parole en ce qui concerne les visas. Ce qu'il dit, mais il faut voir le contexte. Mais c'est un secret de polichinelle que les forces rwandaises et ougandaises occupent une partie du Congo, qui est très riche jusqu'à présent. Et ça a été fait à un moment donné où l'État était en déliquescence en RDC. Aujourd'hui, on promeut la paix, mais sur quelle base? Aucune base politique sécuritaire. Cette partie, je l'exploite, les richesses. Et je vous dis, faisons la paix, ne parlez pas de ça. Oui, parce que justement, Diallo, c'est un point, le point il est assez intéressant, parce que la question qu'on se pose, c'est de savoir, évidemment, des accords ont été signés, mais est-ce que ces accords-là seront, on va dire, un petit peu équitables, quand on sait que le Congo, la République démocratique du Congo, ne profite même pas, ne tire même pas 2% de sa richesse, en l'occurrence le cobalt. C'est grave, un cobalt exploité par, notre ami Paul Kagame, le Rwanda. C'est depuis l'indépendance du Congo. Le cobalt congolais ne sert pas le Congo. Et ça, c'est dommage. Il faut faire de l'histoire. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu... Mais est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'hypocrisie un peu? Permettez l'expression, en ce qui concerne notre ami Paul Kagame, parce que vous l'avez souligné, venir parler d'accord, et si derrière on continue à souiller le sol... C'est un chef de guerre qui a gagné... Des réflexes géopolitiques. Qui a gagné et qui est le chouchou des anglo-saxons. Kagame, ce n'est pas n'importe qui. Vous savez, les gens, même quand dans l'histoire, mais Kagame n'est pas sorti ex nihilo comme ça. Quand les forces rwandaises ont fait tomber les génocidaires, mais ce n'était pas Kagame qui était chef de l'État, les pasteurs Bizungu. Mais ça a été des rapports de force, de construction. Et je vous dis, il y a un grand projet, ce qu'ils appellent là-bas le Grand Rwanda. Je ne sais pas si le Grand Rwanda inclut une bonne partie de la RDC. Avec les peuples rwandais. Et c'est un projet ougando-rwandais. Parce que n'oubliez pas que la plupart des Kagame faisaient partie des forces régulières, des forces armées régulières ougandaises. C'est une région qui est... Bon, il faut pacifier, même si c'est sur des bases fausses. Il faut pacifier d'abord. Et avec le temps maintenant, oui, c'est un travail de longue haleine, des négociations, parce que quand même, pour faire partir les forces rwandaises, et même s'ils te signent, on va partir, c'est faux. Il y a des mercenaires aussi. Non,
Mais tu as de l'or, tu as du diamant. Ça va être très difficile de quitter cette région. Il y a un marché pour ça. On va faire semblant. Ah, voilà. Ils ne vont même pas quitter. Mais concrètement, mon cher Sam, parce qu'en quelques minutes, parce que nous arrivons au terme de cette première partie, comment aujourd'hui le Rwanda, on va dire, réussite sur le plan économique, comment le Rwanda va justement tirer l'économie de la République démocratique du Congo, aider ce pays à briller sur le plan économique? Écoutez, je pense que Kagame, c'est la personnalité de Kagame qui va beaucoup jouer sur la balance. Essayer un peu de voir comment profiter des richesses de la RDC, mais en essayant d'en faire profiter maintenant la RDC officiellement. Cette fois-ci seulement, pas pour ce qui concerne en tout cas cette zone-là de conflit, ne pas tout tirer pour le Rwanda. Essayer cette fois-ci, c'est ce que Tshisekedi essaie de faire. Essayer de voir comment en faire profiter la RDC. Et ne pas faire comme avant. C'est-à-dire que toutes les richesses profitent plus ou moins de cette zone-là au Rwanda. C'est ça qu'il faut éviter. Et à l'Ouganda. À l'Ouganda dans une large mesure également. Donc, quelque part, Tshisekedi a été fin diplomate aussi à ce niveau-là. Donc, on ne va pas entrer en guerre avec le Rwanda ni avec l'Ouganda. Il ne peut pas. Donc, en interne, déjà, il a assez de problèmes. Sa coalition-là, elle est fragile. En parlant de coalition fragile, nous allons justement parler de l'Éthiopie en deuxième partie de l'émission. On marque une courte pause et on revient. Diallo, on marque une courte pause et on revient en deuxième partie de l'émission. A tout de suite. Pour la deuxième partie d'émission, nous allons à présent nous intéresser à l'Éthiopie. Alors, les autorités éthiopiennes ont décrété un cessez-le-feu unilatéral après près de 8 mois de combat, tandis que les forces loyales aux anciennes autorités décidantes du Tigré décident de poursuivre le combat. Pourquoi le gouvernement a-t-il décrété ce cessez-le-feu unilatéral maintenant, après avoir, on va dire, si longtemps résisté? Voilà, c'est juste un cessez-le-feu unilatéral qui a des allures de défaite, si vous voulez. On a l'impression que cette armée est affaiblie. Voilà, quelque part, le Premier ministre sait que le rapport de force sur le terrain ne lui est pas favorable. Il y a eu trop d'exactions contre des populations civiles, trop d'erreurs commises. Et aujourd'hui, il s'est mis au dos de la communauté internationale. C'est ça le problème. Les alliés de l'Union européenne et les États-Unis peut donner à l'Éthiopie des centaines de millions de dollars. Ce sont ces gens-là qui nous ont dit stop. Les mêmes gens qui nous ont donné le prix Nobel aujourd'hui, ils nous ont dit, mais écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça. Les massacres, les déplacements, presque 1 million de réfugiés. On parle de 950 000 au Soudan. Et aujourd'hui, il ne peut pas continuer à massacrer et à bombarder et à tuer. Donc, ce cessez-le-feu, c'était une solution pour essayer de mettre fin à ce conflit. Mettre fin... Du moins, observer une période d'accalmie, peut-être. Si se retire du Tigré, peut-être. Si ces forces se retirent du Tigré. Mais sinon, les gens du Tigré, les forces de libération, les gens de la force de libération ne vont jamais accepter la présence des forces éthiopiennes. Donc, il n'a plus le choix. Apparemment, c'est comme s'il laissait le terrain. Ils ont dit jusqu'à la fin de la saison de pluie, mais ça risque de continuer. Aujourd'hui, le rapport de force n'est plus forcément favorable à l'Éthiopie. Il sait que si la guerre continue comme ça, évidemment, il y aura beaucoup plus d'exactions. Et les Américains et les Européens sont en train de lâcher le Premier ministre. Les critiques de l'Amnesty International et des autres ONG sont très acerbes. Et je pense qu'il a compris qu'il faut arrêter. Sinon, il risque de perdre même son pouvoir. Alors, les dirigeants éthiopiens affirment reprendre la ville de Mekele, capitale de la région en guerre du Tigré, quand ils veulent. Pourquoi minimisent-ils ce retrait, ce conflit? Pourquoi? Non, mais écoute, il faut suivre le conflit dès le début. Le Tigré est une partie de l'Éthiopie, qui est un État fédéral. Absolument. Les troupes fédérales étaient là-bas. Le conflit a commencé quand des miliciens du Tigré ont attaqué la base militaire fédérale et ont pris les armes. C'était suite à des problèmes électoraux. On avait fait l'émission ici. Quand le Covid est parce que Abiy était un président intérimaire. Il a succédé à Dessalines.
Et il en a profité pour une redistribution des cartes en défaveur des Tigréens qui, depuis la chute du Derg, de Mengistu, ont mis la main basse sur toutes les institutions de l'Éthiopie. Quand on dit que les Tigréens peuvent gagner, ils sont entre le marteau et l'enclume. L'Érythrée et les forces fédérales et aussi les miliciens Amara dans le Gondar. C'est-à-dire, dès le début, on avait dit, moi je faisais partie de ceux qui disaient que Abiy Ahmed s'est fait piéger. Non, honnêtement, cette guerre n'avait même pas sa raison d'être. Le problème de l'Éthiopie, c'est un problème de constitution, la constitution de 1995 qui promeut l'ethnocentrisme. Et ça, c'est pas bon. Est-ce que par rapport à ça, est-ce que le Tigré peut aujourd'hui retrouver, on va dire, cette stabilité d'antan aujourd'hui? Ah, mais ce sera très difficile. Dès lors qu'on a engagé une guerre qui n'est pas finie, quand vous déclenchez un cessez-le-feu unilatéral, ce n'est pas la fin de la guerre. La preuve, l'autre partie dit qu'elle continue. Comment dans ce cas avoir la paix s'il n'y a pas les conditions d'une négociation? Or, les négociations, comment on peut la tenir dès lors que ces gens-là du Tigré sont carrément sécessionnistes? Paraît-il, c'est lorsque le Premier ministre... Non, attendez. Sécessionnistes, je vous dis non. Ils n'ont pas été sécessionnistes. Ils ont été écartés de l'exercice du pouvoir. Et ils se sont fâchés. Et ils se sont fâchés. Oui. Et non, comme le président était un président d'intérim, il devait avoir des élections. Et durant le Covid, on a reporté une fois. Ils ont dit d'accord. La deuxième fois, ils ont dit pour cause... C'est là où les autorités du Tigré ont dit nous allons organiser nos élections. Ça a été fait. Et le pouvoir fédéral s'est braqué. On dit c'est... Mais aujourd'hui, à chemin faisant, il me semble qu'ils cherchent vraiment à avoir un État au niveau. Non, je dis géopolitiquement, ça ne peut pas être un État. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Érythrée aussi était une partie de l'Éthiopie. Exactement, oui. C'est-à-dire, c'est-à-dire que ce qui semble... ça va se régler politiquement. Il faudra restituer au Tigré, dans le cadre... En fait, impliquer le Tigré dans les pourparlers. Les pouvoirs qu'ils avaient avant. C'est-à-dire, ce qui a cristallisé la frustration, Abiy a détigré le pouvoir central. Le pouvoir fédéral. Et en parlant de ça, alors, il me semble que justement les forces éthiopiennes et le gouvernement sont légèrement sur la défensive. Ça a déjà été souligné par notre ami Alpha Wali Diallo. Peut-on envisager un retrait de la région du Tigré? Des forces, exactement, oui. Des forces éthiopiennes, mais c'est ce qui est en train de se faire. Ils se sont retirés de Mekele. Et c'est sûr qu'ils vont se retirer. Non, on va dire, parce qu'aujourd'hui, ils vont se retirer, mais on a l'impression que, bon, voilà, ils ne veulent pas totalement bouger parce qu'ils disent qu'ils peuvent reprendre la ville quand ils veulent. Non, mais écoutez, vous savez que, je pense que le doyen Wali l'a dit tout à l'heure, ils étaient sous l'offensive aussi bien des forces fédérales éthiopiennes que des forces érythréennes. Et ils ont résisté. Ça signifie quoi? La guerre, c'est quoi? C'est comme en politique, c'est des rapports de force. Si vraiment ils n'étaient pas aussi forts, les gens les auraient écrasés depuis. Et puis il y a un autre facteur qui est important là-bas, dans la zone. C'est vraiment l'accord des populations. Les populations sont avec les forces tigréennes. Pleinement d'air. La preuve, quand le gouvernement fédéral a annoncé le cessez-le-feu unilatéral, les gens sont sortis. Oui. Ils sont sortis dans la rue. Très contents. C'est vrai. C'est-à-dire... Ça, c'est un soutien important. Non, c'est un soutien. Parce que l'histoire de l'Éthiopie, la chute de Haïlé Sélassié et la fuite de Mengistu, ce sont les forces du Tigré. Mais c'est ça. Je dis, c'est la base militaire. Je dis, c'est-à-dire... C'est ça. Non, ils étaient dans une mosaïque. Il y avait une répartition équilibrée des pouvoirs que certains Oromo et trucs disaient que, bon, en fait, la grosse part
appartenait aux gens du Tigré. Ouais. C'est Surtout le côté militaire. Et c'est ce fragile équilibre qui a été rompu. Mais dire que les Tigréens sont sécessionnistes, ils ne sont pas sécessionnistes. Diallo, je reste avec toi. On va parler de ce risque de rupture. Alors, vous avez également souligné un point en parlant d'élections. Alors, est-ce que ce conflit ne va pas un petit peu anéantir les efforts fournis dans l'organisation des élections parlementaires qui ont eu lieu en Éthiopie il y a une semaine et dont les résultats ne sont pas encore connus? Non, c'est-à-dire il faut continuer ces élections et reconnaître les élections qui ont eu au Tigré. Ils l'ont fait avant eux, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le deuxième... C'est ça le problème. Mais ils n'ont jamais parlé de sécession. Ça, maintenant, ce sont des implications géopolitiques. Parce que quand même, il se passe là-bas un problème qui, pour le contrôle de la façade maritime indienne. Maritime. C'est un enjeu stratégique. Exactement. Oui. Les Émirats sont là-bas. Mais c'est en face d'un champ de conflit, le Yémen. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces implications. Les Américains souhaiteraient avoir une autre base militaire qui n'est pas de Djibouti. C'est-à-dire l'Afrique est devenue un terrain de guerre. De guerre, des grandes puissances. Géostratégiques, géopolitiques également. Et on va jouer sur des ressentiments. C'est comme au Tchad, on te parle de problèmes, clivage entre Zagawa et tout. C'est du pipeau. Revenons sur l'Éthiopie et sur le Tigré, mon cher Hassan Samb. Alors, selon vous, est-ce que le Premier ministre Abiy Ahmed pourrait engager, on va dire, les pourparlers avec les Tigréens? Vous sentez qu'il est assez à l'aise dans cette optique-là? À mon avis, il a tout intérêt. Il a essayé l'option militaire en complicité avec l'Érythrée. Apparemment, ça n'a pas beaucoup marché. Parce que les Tigréens, c'est équipement, au point de vue militaire, les miliciens, tout ça, les gens sont bien armés, bien équipés, bien entraînés. Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, il y a l'assentiment de la population. Oui. Une totale, parfaite collaboration de la population. Et ce n'est pas facile. Donc, ils ont tout intérêt à négocier. Revoir maintenant qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Je pense que Doyen l'a dit tantôt. Quelque part, ils se sont sentis frustrés parce que marginalisés. On a vu, ils ont été écartés, comme Diallo l'a souligné. Ouais. Les mêmes problèmes ici, même avec un Casamance où les gens se disent bon, on n'est pas assez respecté, on n'est pas assez considéré. C'est un peu le même problème qui se pose. Donc, il faut rediscuter. Je pense que le Premier ministre s'était engagé dans une voie où peut-être il s'est dit qu'il y a eu des erreurs stratégiques de son côté, avec son fameux parti là, le Parti de la Libération. Et apparemment, quelque part, il y a eu des erreurs stratégiques. Aujourd'hui, il faut rectifier. Et pour ça, il faut discuter. La meilleure façon, c'est de s'asseoir autour de la table et voir ce qui ne va pas et régler les problèmes du point de vue politique. Parce que du point de vue militaire, apparemment... C'est un problème politique. Oui, parce que du point de vue militaire, avoir l'offensive des forces éthiopiennes et des forces érythréennes et sur vous, et résister... Oui, c'est assez compliqué. Et bénéficier de cessez-le-feu unilatéral avec retrait des forces fédérales, c'est une victoire de l'Érythrée. Attends, non. Est-ce qu'ils ont résisté? Ils ont résisté à quoi? Si ce n'était pas la pacification du Soudan actuellement, mais il serait parti où? Mais le Tigré est enclavé. Parce que c'est ça, exactement, parce qu'ils se sont retirés, mais jusqu'où ils vont aller? Les Américains qui sont en train de jouer, c'est pour cela. Tu as entendu. Le Soudan, on va lui éponger 90% de sa dette par les institutions de Bretton. Mais vous croyez que c'est gratis ça? Non. On vous dit oui. Laissez une porte de... On avait fait l'émission ici. Les déplacés tigréens, où est-ce qu'ils partaient? Au Soudan. À partir est. Oui. Et on est en train de créer, de pousser, de créer les conditions d'un conflit permanent. Et ça, les Africains doivent le refuser. Sinon, ça va continuer. Abiy, dès le début, les gens lui ont dit accepte la négociation.
Je ne sais pas quelle mouche l'avait piqué. Il s'est rendu, non, nous allons les ça ne marche pas, ça ne marche plus. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est un aveu d'échec aujourd'hui de la part d'Abiy Ahmed de déclarer ce cessez-le-feu unilatéral. Mais comme je l'ai dit tantôt au début, ça tourne toutes les années d'une défaite. Et il y a un conflit qui se profile avec l'Égypte et le Soudan. Et là, ce serait catastrophique. Le problème du barrage sur le Nil, il y a énormément de pression sur son gouvernement. Il doit faire la paix sur le plan intérieur. Alors, les forces gouvernementales éthiopiennes ne sont pas les seules, là, vous l'avez encore souligné sur ce plateau, ne sont pas les seules à se battre au Tigré. Il y a les forces érythréennes aussi, vous l'avez encore souligné, sont également présentes. Qu'est-ce qu'il adviendra de cette armée érythréenne, en parlant évidemment de retrait, quand on sait évidemment que cette force aussi a des griefs à régler avec les Tigréens? Écoutez, eux aussi, ils n'ont pas le choix. Ils vont obligés de se retirer également. Si le gouvernement fédéral... Ils se sont retirés d'ailleurs. Ils n'ont pas. À la frontière. Du point de vue stratégique, il n'y a aucun enjeu. Dès lors que le gouvernement fédéral avec Abiy se retire, les Érythréens aussi vont se retirer. Maintenant, il peut avoir un autre problème parce qu'il y a des milices Amara qui ont combattu aussi à côté des forces gouvernementales. Je vous parlais, la capitale de l'Amara, c'est le Gondar. C'est pour cela qu'on doit aller à la table de négociation. Ce n'est pas un problème spécifique au Tigré. C'est un pays de fédéralisme. Chaque région est autonome. Et chaque région veut affirmer son autorité. Ils sont en transition. Ce n'est pas des élections qui ont permis de choisir le Premier ministre. Exactement, oui. Donc, et tant que ce problème, ce sera un Premier ministre qui sera élu de façon démocratique, qui créera les conditions. Il faut une table ronde. On va rester sur... Allez-y, mon cher Hassan. Le gars, c'était le bon profil. Abiy Ahmed, c'était le bon profil. Quelqu'un dont le père était Oromo, la mère Amara. Issu de double culture. Chrétien, musulman. C'était vraiment... Il était présenté comme le profil idéal. Il a été piégé. Abiy a été piégé parce qu'à un moment donné, quand Dessalé, pourquoi il est parti? Il y avait des manifestations monstres Oromo. Il a démissionné. Et pour avoir une paix, parce que c'est dans la logique des printemps arabes, ils se sont dit, ce gouvernement est parti, il y a un Oromo qui va venir, essayons de créer les conditions pour que l'Éthiopie revienne dans le giron occidental. C'est ça le problème. On parle de la communauté internationale. Il n'a pas voulu, cette communauté internationale l'a sanctionné. La communauté internationale, mon cher Hassan Samb, est-ce que vous pensez qu'elle a les moyens pour mettre pression sur les Tigréens pour évidemment, on va dire, aller dans le même sens que Abiy Ahmed quand il a lancé ce cessez-le-feu unilatéral? Vous savez, parce qu'eux, ils ont dit qu'ils vont continuer les offensives. La force militaire de résistance du Tigré, c'est pas gratuit. Et donc il y a forcément des alliés. Mais c'est pas demain la veille. Zenawi, qui était l'artisan, le chef de guerre, qui a conduit les forces de libération jusqu'à Addis Abeba. Mais c'était le chouchou de Washington, alors qu'il était dictateur. Mais si vous savez, mais c'était une dictature féroce. Zenawi a tué. Et c'est une période où les gens disaient, nous devons accepter la malédiction des gens du Tigré. Donc c'est un problème qu'il faut, parce que c'est sur fond de minorité, majorité, parce que n'oubliez pas aussi que c'était un empire sous Haïlé Sélassié. Quand Haïlé Sélassié est parti, ils ont eu un régime communiste. Jamais colonisé. C'est-à-dire, c'est un pays qui a un lourd passé et qui est confronté aux démons du passé. Aujourd'hui, la seule voie, c'est la voie de la négociation et du dialogue politique. Mais et pourquoi le Premier ministre Abiy Ahmed est passé à côté de ce point crucial qui était évidemment la conversation, le dialogue? Pourquoi parce qu'en fait, vous savez,
dès qu'on est au pouvoir, le pouvoir rend fou. Les gens, ils ont des instincts, des réflexes d'autoconservation, mais aussi d'expansion, hein, d'autoritarisme. Et ça ne marche pas toujours. Surtout dans des grands pays comme ça, comme l'Éthiopie. Ça ne marche pas. Chemin faisant, il a commis des erreurs stratégiques. La restructuration, le parti qu'il voulait créer, il a écarté des gens. Il en a frustré et donc... Il a écarté les gens du Tigré. Donc voilà un peu. Je te dis, depuis... Ils se disent... Mais c'est vrai. C'est comme le Banda au Mali. Il écarte les militaires, bon, ils lui font un coup d'État. C'est aussi simple que ça. C'est le même réflexe un peu, pour caricaturer un peu. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous écartez des gens, ils disent, ah bon, eux aussi, ils vous imposent la force. Non, oui, parce que bon, bon. Est-ce qu'à cette période bien précise, vous pensez, hein, selon vous, évidemment, c'est votre avis, que si le Premier ministre avait joué la carte du dialogue, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, ce conflit avec le Tigré aurait pu être réglé de manière définitive? Parce que n'oublions pas qu'ils ont toujours été frustrés. Diallo l'a souligné, ils ont revendiqué plein de choses. Ouais. Mais oui, dès le début, oui. Dès le début. Il n'y aurait pas eu ce conflit de cette façon-là. Mais attendez, le conflit du Tigré a démarré quand? En 2018. Exactement, oui. Il n'y a pas de problème. C'est quand il est devenu président de la transition, oui, en 2018. il a dit qu'il faut une redistribution des cartes. Parce que ce qui revient aux gens du Tigré, est-ce que c'est parce pas qu'ils avaient... La redistribution elle a été mal faite? Elle a été mal faite. Est-ce que c'est pas en 2020 d'ailleurs? Et ça a été fait... Non. Oui, il est récent le conflit, évidemment, Ça a été fait en Éthiopie. du jour au lendemain. C'est 2020. Et les gens du Tigré se sont repliés. Et ils ont commencé à investir. Mais c'est comme Addis Abeba, hein? Une grande ville, quoi. C'est-à-dire, c'est eux qui ont chassé Mengistu. Ils disent, nous avons un droit parce que nous avons libéré l'Éthiopie. Si tu prends le pouvoir, tu viens, tu te dis, bon, ces gens-là, on a créé les conditions de leur frustration. Ils se sont frustrés et le risque ce que je voulais ajouter... Allez-y, mon cher Sam. Maintenant que les gens se sont retirés d'une façon unilatérale, mais les Érythréens, les Tigriens là, ils seront encouragés dans leur logique de guerre. Ouais, mais ils l'ont dit, nous, on va continuer les offensives. Ils ont compris, ils ne vont plus reculer. Vous savez, quand vous faites la guerre et que vous perdez, vous n'avez plus le droit à la discussion. Vous discutez sur quoi? Vous avez perdu la guerre. Exactement. Ouais. Vous discutez sur quoi? Vous avez perdu. Vous avez fait la guerre. Et parce que le Premier ministre, il a tout mis, hein, il a misé, il a mis les moyens. Ça veut dire que le pouvoir de force est inversé aujourd'hui? Ah oui. Non, à ce niveau-là. Attention. Oui, évidemment. Attention, Hassan, ce sont des rebelles. Oui. Je te dis, il faut voir la géographie. On prétend, ce sont les forces occidentales qui donnent beaucoup de pouvoir militaire aux Tigriens. Ouais. Regarde la géographie. Mais ils n'ont qu'une voie de repli. C'est le Soudan. Mais ils n'ont pas un problème avec l'Érythrée et les troupes fédérales. Les milices Amara. La région Amara est côte à côte du Tigré. Mais ils ne peuvent pas se battre sur 3 fronts. On essaie de les pousser au conflit pour déstabiliser. Parce que jusqu'à présent aussi, mais Abiy est un président de transition. C'est pas un président élu. Un président de transition. Et nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission, messieurs. On remercie Alpha Wali Diallo, spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir participé au débrief. Hassan Samb, directeur de publication de Rewmi Quotidien. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Et c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.